aux organisateurs. Je suis toujours contente de participer à quelque chose dans le Maghreb. Évidemment, moi, j'ai plus d'acquaintance avec la Tunisie, puisque El Karoui, c'est très tunisien, et mon mari est tunisien. Mais bon, on est dans le Grand Maghreb et tout le monde est content. C'est un exercice de style assez délicat quand on est académique, d'intervenir après cette matinée passionnante où les gens ont tous des expertises professionnelles très intenses et ce qui n'est pas vraiment mon cas. Et bon, j'ai quand même acquis en une vingtaine d'années un peu d'expérience du côté des marchés de produits dérivés, mais pour le moment, c'est pas vraiment adéquat par rapport à vos préoccupations, même si on évoque certains aspects. Bon, et donc je vais plutôt essayer de tirer de cette expérience quelques points de vue sur les risques et l'innovation. Et puis, comme je suis mathématicienne, évidemment, l'aspect un peu technologique sera pris en compte pas mal. Je voulais juste te dire que je suis mathématicienne, mais en fait, depuis plus de 40 ans, en fait, ma spécialité de recherche, c'est le monde des probabilités, des processus stochastiques. Et donc la réflexion sur l'aléa, l'incertain, est-ce qu'on peut modéliser, qu'est-ce que ça représente, etc., est quand même à la base de beaucoup de choses qu'on a faites, mais il reste encore, comme on le voit, beaucoup de questions très ouvertes. Alors, en fait, d'abord, je vais essayer de respecter le temps de parole, même si le nombre de transparents qui apparaît est très nombreux, mais dans certains cas, je me suis dit que de mettre un peu d'informations, ça permettrait de le lire. Et puis, je suis prof par nature, donc je pense que ça sert toujours de compléter la formation qu'on peut avoir. Et donc, on va discuter des risques financiers, un petit peu de leurs différents niveaux d'analyse, et puis, bon, la réglementation, on n'en parlera pas, on en a déjà assez parlé, mais on parlera plus des aspects un peu techniques, et puis de la formation. Et donc, le titre, qui paraît extrêmement prétentieux, c'est pas moi qui l'ai proposé, et donc j'ai essayé de me glisser dedans, et donc je ne prétends pas donner des indications sur le risque management au XXIe siècle. La seule chose que je peux dire, c'est que quand même, ça a commencé assez fort, puisque entre la crise de 2000, la crise de 2008 et la crise de l'euro en 2010 ou 2011, en tout cas pour les gens quantitatifs comme nous, ce qu'on pourra se dire, c'est qu'on aura des données pour tester ce qui se passe en période de crise et essayer de backtester certains modèles et certaines méthodologies. Donc le contexte dans lequel s'ouvre cette période est extrêmement différent suivant l'endroit où on se trouve. Et donc en Europe, on va être très sensibilisé à toutes les questions de réglementation et de marché. Mais en même temps, on va aussi... L'expérience peut être une manière intéressante d'essayer de savoir, pas de savoir, mais d'essayer de complémenter comment on peut mettre en place des structures pérennes, etc., quand on cherche à faire évoluer un marché, comme c'est le cas au Maroc. Et en particulier, mon idée, c'est toujours qu'il faut pas mal anticiper ce qui va se passer, parce que les règles, on les applique, les règles qu'on applique après... ça ne sert jamais à rien, il vaut mieux avoir anticipé, c'est un mode de fonctionnement robuste. Bon, c'est pas facile à faire, ça c'est sûr. Et donc en particulier, dans les arguments qui ont pu expliquer la crise de 2008, etc., je pense que les questions de législation, de verrous qui sautent, etc., donc les questions de structure et de fonctionnement des marchés restent des indicateurs extrêmement importants et que, en particulier dans la crise des subprimes, le passage de la responsabilité au marché de prêts extrêmement risqués n'a pas été suffisamment encadré. Enfin, on pourrait en dire beaucoup de choses. Bon, vous avez eu un exposé très
complet, motivé, etc. Par Jean, et donc je ne vais pas me lancer dans des remarques de ce genre. Mais effectivement, on revoit la diffusion rapide de la crise, et puis cette question de la liquidité interbancaire. Et puis un point, bon, moi je ne suis pas du monde de la finance véritablement, mais ce que je remarque, c'est que en 90, quand on a monté la formation qu'on avait en France, on faisait des stages sur les produits dérivés dans une vingtaine de banques. En 2013, on fait des stages dans 4 banques. Et donc, la question de la concentration du système et de la réduction du nombre de banques me paraît quand même une chose qu'on peut interroger. Donc, depuis 2010, on a la faillite de l'euro. Donc, il y a des évolutions importantes en France avec la technique du quantitative easing de la BCE, avec les taux courts quasiment à zéro. Moi, je suis incapable de prévoir quel sera l'impact de cette liquidité accrue, mais je trouve que la finance est un peu très orientée sur elle-même et l'impact sur les investisseurs. En France, on a un problème majeur de vieillissement de population et de système de retraite, et la capacité à placer à moyen et à long terme de manière sécurisée avec un minimum de rendement n'est pas une chose évidente. Donc on assiste à alors après je vais parler plus de la banque d'investissement que je connais mieux, et on assiste à une réglementation accrue à tous les niveaux, et évidemment l'objectif est l'augmentation des fonds propres, et c'est un processus qui avait démarré depuis longtemps mais qui s'est accéléré. Et pardon. Bon, alors, je voudrais revenir juste à un ou deux points qui me paraissent extrêmement importants. Quand on parle de risque, une des choses vraiment importantes, c'est de bien définir le niveau auquel on regarde les risques. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur les marchés d'options et de produits dérivés. Et en fait, pendant 20 ans, ce qu'on a expliqué, c'était comment on couvrait les risques du contrat individuel, qui est assez spécial. Et donc, quand on regarde les risques, on sait plus ce que c'est dans les marchés, parce que vous discutez du risque lié à l'évolution future des marchés. Donc la temporalité est une chose extrêmement importante. D'ailleurs, les marchés de dérivés jouent là-dessus pour se hedger. Et donc, est-ce qu'on parle du risque de taux? On a parlé beaucoup de risque de taux, le risque de change, risque de fluctuation des cours, risque de défaut, risque de contrepartie, le risque de liquidité, un enjeu majeur. Mais j'ai oublié, on peut faire un inventaire à la Prévert des risques tournant autour des marchés. Et ce qu'on voit un petit peu en ce moment, c'est que quand un risque un peu nouveau ou qui n'avait pas été trop pris en compte a l'air d'avoir un impact important, on est en train de rajouter un critère pour associer des fonds propres, etc. Donc la question de quelle est la vue d'ensemble du problème est pas évidente non plus. Mais comment on répond aux différents niveaux de risque et les différents niveaux de réponse? Déjà, c'est bien préciser à quel niveau on regarde le problème. Donc, au niveau des contrats individuels, ce que je dirais dans beaucoup de cas, le risque est netté en un certain sens. On échange avec une contrepartie de risque inverse. La question, c'est combien de temps on porte la position. C'est aussi l'attitude des chambres de compensation. Est-ce que, dans l'ensemble, sauf pendant les crises, ça pose pas trop de problèmes. Pour les produits de marché, au niveau 1, on peut utiliser les produits de marché pour limiter l'exposition à un certain nombre de risques de marché. Et donc ça a été possible avec la création des marchés à terme. Et là, on voit bien réapparaître la notion de temps, prise de position dans le futur, etc., qui est par nature risquée de toute façon. Et savoir qui prend le risque et comment il le gère. Et donc, ça se fera beaucoup avec des marchés à terme, des produits dérivés, souvent OTC. Alors maintenant, presque toutes les transactions sont collatéralisées pour essayer de limiter le risque quotidien, on va dire. Et autour des marchés à terme, la plupart, notamment autour des marchés de swap et autres,
beaucoup de choses sont compensées par les chambres de compensation. Donc on avait déjà les futurs qui jouaient ce rôle-là, mais ça a pris une ampleur décisive. Quand l'activité est plus agrégée, alors, indépendamment de la gestion des risques quotidiens, on va s'orienter au cours des questions de techniques de diversification, essayer de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, etc. Donc la titrisation est un élément aussi de cette possibilité. La seule chose qui se passe souvent, c'est que cette idée de diversification tombe absolument complètement dans les périodes de crise. Donc c'est le risque systémique, etc. Mais donc il faut être bien conscient de la nature et de la limite de ce genre d'activité. Et puis on a parlé à un niveau plus global, au niveau de la banque. C'est ce qu'on a détaillé de manière... les experts beaucoup plus compétents que moi ont évoqué donc toutes ces questions du risque de transformation, du risque de liquidité et de gestion et du risque de contrepartie, plus beaucoup d'autres. Alors, ce problème... je n'ai pas épuisé tous les risques. Il y a un risque auquel je voudrais attirer l'attention, parce que c'est souvent une question des gens qui viennent de monde extérieur, c'est le risque lié au système informatique, donc qui est en général inclus dans le risque opérationnel, qui est un risque qui est largement pris en compte dans les banques et du point de vue du régulateur, mais le système financier est maintenant le plus grand consommateur de temps de calcul et un grand nombre de gens considèrent que la fiabilité du système informatique n'a pas été pensée comme dans les industries où on était très dépendant de ces systèmes. En particulier, il n'y a pas de système de double aveugle, il y a une certaine faiblesse dans un grand nombre de choses dont on se rend compte parfois. Mais remettre les choses à plat paraît d'une complexité énorme en ce moment, mais avec le stade de développement, mais ça reste une question importante. Et bien sûr, le risque opérationnel, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, bien que ça représente un volume très important des pertes potentielles dans une banque. Donc en gros, par rapport à la crise et tout ce qu'on a vu, une partie de la réponse globale du régulateur, notamment sur les transactions, les dérivés, etc., c'est la collatéralisation et faire compenser, standardiser les produits, faire compenser par des chambres de compensation. La deuxième étape, donc une étape qui est une étape d'organisation, on impose des règles de fonctionnement différentes, plus robustes et qui doivent être moins sensibles aux crises. Une deuxième, c'est d'indicateurs de risque, et donc fondamentalement, il y a au niveau, on va dire, intermédiaire de l'activité de marché un peu agrégée, on va avoir tous les indicateurs de type value at risk, qui sont donc des indicateurs pour mesurer des pertes potentielles maximale, alors à des niveaux de risque que nous on trouve aberrants, mais à 99,95%, un probabiliste, je ne vois pas comment on peut faire des calculs avec cette précision-là, mais l'idée c'est en tout cas d'estimer des pertes potentielles et la maturité des calculs, c'est-à-dire à 10 jours, à 1 mois, à 1 an maintenant sur le risque de contrepartie, sont des éléments importants. Alors, ce qu'il faut quand même voir, c'est que la value at risk, elle est calculée depuis 1998 sur les activités de marché, donc c'est quelque chose qui est très vieux. Mais tous les nouveaux indicateurs font que le coût du calcul de ces indicateurs est très important. Moi, quand j'ai commencé, il y avait à peu près 1 ou 2 personnes pour suivre une activité limitée de marché. On est arrivé maintenant, il y a la validation de modèles, il y a les calculs des risques, les calculs des régulateurs. Je pense qu'on n'est pas loin d'une dizaine de personnes maintenant qui est en fonction support d'une activité très minimale de marché, pas une grosse salle de marché. Et donc, il faudrait aussi que ces indicateurs soient sans doute moins complexes et d'une certaine manière plus pertinent, qu'on ne soit pas dans la philosophie du millefeuille où chaque fois qu'il y a un problème de plus, on a un indicateur de plus. Et puis, l'objectif, évidemment, c'est l'augmentation des fonds propres et on a vu que ça, c'était une manière importante, que ça avait progressé et que ça stabilise un petit peu la fiabilité du système bancaire. Alors, je vais parler un peu des produits dérivés, mais très peu. Mais juste pour insister sur un exemple d'innovation et d'impact sur les marchés,
Et moi, je pense qu'il faudra avoir les mêmes idées sur la gestion des risques. Et donc, ce sera plutôt ma conclusion. Donc, les produits dérivés, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est intervenir dans un marché à terme. Premier marché créé en 73 à Chicago. En France, c'est en 86-87 avec le MATIF, quand on change de structure d'encadrement de la politique très dirigée par l'État de la France. Et puis, bon, beaucoup de produits sont vendus de gré à gré. Donc, les produits de base, c'est contrat à terme, forward, futur, swap de taux d'intérêt qui atteignent maintenant des nominaux de... Moi, je ne sais même plus compter les zéros. Enfin, bien que ces nominaux, ils sont un peu formels, hein, parce que c'est des nominaux comptables, alors qu'on échange, on additionne les branches fixes et variables. Bon, les options de change, etc. Et donc, une grande transformation, c'est depuis la crise. En particulier, les swaps sont tous collatéralisés. Donc, ils le sont soit en interne dans le marché OTC, soit par les chambres de compensation. Et ça a fait transférer des nominaux énormes sur les chambres de compensation, puisque on collatéralise, enfin, on compense. Alors, je ne sais pas combien, petit, mais non, 600 000 milliards de dollars, enfin je ne sais plus. Bon, enfin des sommes énormes, mais bon, donc la chambre de compensation ne va pas tenir les produits très longtemps, mais les effets de concentration me semblent toujours des risques qu'on perçoit. On résout le problème au niveau 1, au niveau 0, si on veut, on déplace alors des problèmes potentiels, les problèmes technologiques, les problèmes, voilà. Et on évoquait la différence de réglementation et entre certaines places européennes et la place de Londres, et en particulier LCH ClearNet, depuis qu'elle est devenue essentiellement anglo-saxonne, les critères de risque et de régulation d'un certain sens se sont énormément allégés. Et sur des nominaux de cette ampleur, c'est quand même une grande question. Donc le marché des OTC... ça, c'est les comptes rendus de la Banque internationale, les règlements internationaux, enfin les trucs de BIS. Donc vous voyez que ça va jusqu'en 2010, mais la croissance est spectaculaire dans la période de la bulle. Donc la bulle a été vraiment accompagnée. Ce que vous voyez, c'est que la croissance est plutôt sur les taux d'intérêt, sur les swaps, et que la partie crédit qui est... alors la crédit, elle est en haut là, en volume était importante, mais pas aussi importante que la partie swap. Et après 2010, elle reste très importante. Et donc, juste 2 mots sur la manière de penser les risques sur les produits dérivés. Et sur les produits dérivés, le risque est plus important sur les options, sur lesquelles ils jouent comme une garantie que sur les produits à terme, où en théorie, l'existence du marché, enfin, en gros, les choses se font sans modèle. Donc, pour l'acheteur, en fait, il va pouvoir gérer son risque en fixant, à une date donnée, enfin, de manière assez précise, souvent codifiée, le prix d'une transaction dans le futur. Et ce prix, s'il n'y a pas de risque de contrepartie ou de risque de paiement, sera appliqué, que ça lui soit favorable ou pas favorable. Donc, il peut préférer des options dans ces cas-là. Mais en tout cas, les principes de pricing sont relativement liés au fait que les titres sur lesquels on fait ça sont plutôt négociables. Et quelquefois, quand ils ne le sont pas, on utilisera un futur ou un contrat pour avoir l'information comme des prix. Mais ce qu'on évoquait, c'est que ces produits ont été une composante majeure du risque systémique, parce que autant souvent ils sont perçus comme une manière de stabiliser, on va dire, des risques financiers. Leur effet de levier est spectaculaire, et surtout dans les périodes de bulles spéculatives, ils ont été fort utilisés dans cette dimension-là. Alors juste, j'ai essayé juste de retrouver les graphes de l'évolution donc du cours de change au Maroc, et puis je l'ai comparé avec le cours de la Tunisie. Donc comme on voit au Maroc, ça bouge pas, alors il y a des petites crises, mais je ne sais pas assez
quelle est l'information qui est derrière. Et sur le cours de la Tunisie, d'abord, l'indexation en monnaie de référence n'est pas du tout le même. Donc le dirham est très lié à l'euro. En Tunisie, plus un panier de euros, US dollars et JPY. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'on voit largement l'évolution de croissance. Alors là, c'est le nombre de dinars qu'il faut pour avoir un euro. Donc ça correspond à la baisse du dinar, qui suit les événements politiques qui ont pu avoir et qui restent très importants. Donc effectivement, dans cette vision-là, on n'est pas très demandeur d'options sur le dirham, et on va l'être plus sur le dinar. Mais bon, après ça, je raconte n'importe quoi, parce que tout ce qu'on va faire va supposer qu'il y a une grande liquidité, pas de coût de transaction, une vraie fiabilité, ce qu'on va retrouver sur aucune des deux monnaies véritablement. Mais c'est juste pour dire les positions qu'on peut avoir. Et donc, la question, c'est le point de vue du vendeur. En fait, les marchés, en théorie, s'ils sont très liquides, ils vont vous faire le même prix pour une option d'achat sur le dinar ou sur le dirham, alors que l'un est anticipant ou une option de vente. Enfin, il faut le prendre dans le bon sens. Mais la situation de risque paraît extrêmement différente. Et donc, on peut se demander comment c'est possible, d'une part, que des gens aient envie d'assurer des achats de dinars, et puis combien on va les faire payer, etc. Bon, et donc, quel est le problème dans les marchés? C'est qu'on a droit qu'à un coût. Donc, il y a une trajectoire. Le cours va être ce qu'il est. Vous allez vendre plusieurs options, mais elles n'auront pas les mêmes caractéristiques. Donc, vous ne pouvez pas faire jouer là ce qu'on appelle la diversification par tête des contrats d'assurance. Et donc, donc la question, c'est finalement, quand on s'est engagé dans ces produits-là, surtout quand les marchés ont été créés, les marges potentielles du gré à gré se sont réduites de manière spectaculaire, et on n'aurait pas pu expliquer la taille des marchés de dérivés s'il n'y avait pas eu une méthodologie plus robuste, après on peut en discuter, développée. Et donc, c'est juste ça que je trouve super intéressant, en tout cas du point de vue des idées. C'est 1973, marché de Chicago. Le marché se sert instantanément d'un papier de Black-Scholes et Merton qui n'était pas destiné à résoudre le problème du marché de Chicago, et qui propose de voir d'avoir un point de vue très différent sur des produits comme les options d'achat ou les options de vente, donc des contrats d'assurance, en disant que c'est des contrats qui sont écrits sur des actifs négociables. Ça, c'est une chose extrêmement importante. On peut les acheter et les vendre. Et donc, comme on n'a qu'un coût, on ne peut pas faire jouer la moyenne, ou que très moyennement la moyenne. Et donc, on ne va pas spéculer sur le cours qu'on garantit. Est-ce qu'on va passer au-dessus ou en dessous pour n'avoir rien à payer? L'idée, c'est plutôt de se dire, puisque c'est négociable, je suis en situation défavorable si, par exemple, le dinar monte et que j'ai garanti un prix d'achat minimum, j'ai qu'à investir et poursuivre le marché, essayer d'acheter quand ça monte, etc., pour avoir un investissement de portefeuille qui va s'approcher de ce que je risque de payer. Et donc, le truc qui est quand même extraordinaire dans ce point de vue-là, c'est qu'on ne cherche plus à estimer la perte potentielle qu'on peut subir si on a vendu ce contrat, une perte moyenne, probabiliste, qu'on d'habitude on calculait et puis qu'on assortissait de marge. On va chercher à jouer sur la couverture dynamique en apprenant au fur et à mesure du comportement du marché, essayer de s'ajuster. Donc c'est un point de vue qui n'a plus rien à voir. Et donc ça, c'est très important dans la vision des risques. Parce que, d'une certaine manière, le risque d'assurance, on regarde le risque du contrat, on essaye comment le tarifier. Ici, la vision, c'est que le prix du contrat, c'est le coût de sa couverture. Alors évidemment, très vite, on voit deux effets extrêmement intéressants. Donc la diversification va être temporelle. On va utiliser le temps et le fait qu'on peut se hedger, qu'on peut acheter et vendre, etc. Bon, plus on va intervenir vite, plus on réagira à des mouvements de marché, et plus ce sera robuste. Mais s'il y a des coûts de transaction, s'il n'y a pas la liquidité, s'il faut payer cher, ça ne marche pas. Et donc, utiliser les mêmes idées dans un monde où on n'a pas ces conditions-là, on peut le faire un peu, mais en tout cas, limiter la taille et avoir conscience qu'une grande partie des risques n'est pas du tout mesurée. Alors, indirectement, il va falloir
un modèle, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de modèle, hein, comme vous avez pu voir. Donc maintenant, le modèle, il va servir à quoi? À dire combien je dois acheter de titres risqués pour réduire mon risque. Parce qu'il arrive un moment où le principe est beau, mais il faut le quantifier. Donc ça, je suis désolée, mais ça prendrait 2 jours, une autre heure. Et donc, je vais juste faire un graphe pour vous expliquer ce qu'on fait dans un monde idéal, qui est d'ailleurs toujours celui des mathématiciens. Hein, et donc, ici, c'est juste un graphe pour dire... voilà. Donc le truc qui est en bleu ici, c'est une option d'achat sur un sous-jacent dont la dynamique simulée entre maintenant et puis la fin est donnée par le truc bleu. Donc vous êtes ici, ou vous êtes là, enfin dans le cours d'évolution, et puis vous avez garanti à quelqu'un qu'il pourra acheter son sous-jacent à la date grand T, qui ici est représentée par 1, un cours qui sera toujours inférieur à ça, à ce niveau-là. Et ce niveau-là s'appelle 50. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une option. Donc si c'est en dessous, il achète au cours en dessous. Si c'est au-dessus, c'est vous qui avez vendu, qui payez le truc. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Là, vous suivez l'évolution du marché. Et puis, vous allez faire payer une prime. Et puis, vous allez investir la prime. Et le truc rouge qui est au-dessus, c'est la valeur de l'investissement dans la prime. Donc la stratégie, c'est la valeur du portefeuille de couverture. D'accord? Bon, et là, comme on fait des maths, si vous regardez bien, le truc rouge, il arrive là. L'actif, il était arrivé là. Et donc ça correspond exactement à la perte que subit le vendeur de l'option dans le marché, qui a bougé comme ça. Donc vous voyez que vous n'avez qu'un coup, il n'y a qu'une trajectoire, il faut la hedger au jour le jour, et voilà. Dans un modèle simulé, tout marche super. Ça vous décrit le montant investi dans la partie risquée, qui est représentée. Si on veut voir un peu plus comment ça bouge, on voit ça, mais c'est intéressant de l'avoir en liaison autour de ça. Donc l'idée, c'est qu'on intervient souvent dès qu'il y a des mouvements, de manière significative. Le temps est devenu un allié, il apporte de l'information, et le marché a poussé ça à un niveau très élevé. Alors, la règle prudentielle, je n'ai pas le temps d'en parler, donc c'est la VaR, donc je vais dire juste un mot. Oui, alors quand même, cette méthodologie, elle suppose qu'on ait un actif négociable, qu'il n'y ait pas de coût de transaction, etc. Donc la réalité est quand même très loin de tout ça. Mais en tout cas, si vous l'appliquez aux dérivés de crédit, c'était encore plus loin. Et plus vous vous éloignez, plus vous laissez du risque de côté. D'abord qu'il faut analyser en spécifique. Et alors, dans le temps, l'autre chose qui est très importante et qui a disparu des marchés, c'est que cette idée-là, c'est que ce que vous cherchez à faire, c'est anticiper votre risque jusqu'à la fin. Et donc, la dépendance de ce qui se passe entre deux dates va être très importante. Mais dans les marchés, maintenant, on ne fait plus ça. On regarde les prix cotés, on fait un petit calcul, et demain est un autre jour, comme s'il n'y avait pas de lien entre les deux. Alors, juste la VaR, ça, c'est tous ces calculs, juste pour dire un petit peu la complexité du système. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut pour calculer une VaR? Alors là, je vous rappelle qu'on calcule des risques quotidiens ou à la semaine. Bon, quotidien, ça va parce qu'il ne faut pas trop prévoir. Mais pour donner une ordre de grandeur de la complexité, les facteurs de risque pour l'analyse quotidienne, 2000, c'est bien en dessous du nombre qu'on peut utiliser. On est souvent au terme de 8000, courbe de taux, courbe de volatilité, etc. Comment on déforme une courbe ou une surface? Ce n'est pas évident de marquer comment on va choquer les courbes pour que ça reste cohérent. Et puis, qu'est-ce qu'on sait des facteurs de change, de risque de défaut, etc. Enfin, voilà. Alors, comment on fait? Essentiellement, on fait de la VaR historique pour 10 jours. Donc, elle est basée sur les 250 derniers jours de trading. Donc, c'est pour une VaR, le portefeuille de marché sur une date très courte. Mais vous avez entre 2 et 5000 facteurs sur 250 jours. Bon, le bon sens vous explique que vous savez plus si vous expliquez les risques ou si vous expliquez les jours. Et en plus, comme vous reproduisez les chocs sur les différents jours à une situation qui n'a rien à voir, ce n'est pas toujours super bon. Ceci dit, même si la première fois que j'ai vu ça, je trouvais ça bizarre, malgré tout, 2000 facteurs, comment vous gérez les risques, la dépendance des risques sur 2000 facteurs ou 3000 facteurs, qui est stratégique dans ce genre de calcul, vous avez beaucoup de mal. Et l'avantage de prendre des variations de marché, c'est qu'il y a une certaine cohérence dans leurs variations et du coup, ça marche assez bien. La seule chose, c'est que plus vous augmentez la taille
du calcul, enfin la durée du calcul, prendre une VAR à 1 an par exemple, là ça ne marche plus du tout. Enfin déjà on ne va pas faire 250 jours, mais la question du modèle de tout est extrêmement importante. Donc ça c'est un exemple de... alors le rouge c'est la VAR calculée sur un portefeuille de trading semi-fictif de la banque avec laquelle je travaille. Bon alors, les problèmes sont infinis. Il y a des gros problèmes de mise en place de tous ces calculs et ça c'est quelque chose qui est vrai pour tous les indicateurs que le régulateur va demander. Donc plus la maturité augmente, plus les produits, plus les facteurs sont compliqués, plus ils interagissent entre eux, plus voilà. Et après on se demande que veut dire un indicateur 10 jours, un indicateur de risque de contrepartie à 1 an, etc. Ça c'est extrêmement compliqué. Bon, mais quand on traite les données, on peut quand même tirer de l'information, comme nous l'a montré Jean-Jacques, pardon, parce que je connais bien son frère. Et ça a été un de mes étudiants. Voilà, mais voilà ce que je voulais vous dire qui a un rapport avec la technologie. Et après, très vite. Voilà. Alors, l'idée, c'est... comme c'est compliqué de gérer tout ça, on vous explique, ok, c'est compliqué, donc on va simplifier. Et donc, on simplifie, mais on fait quand même des VAR à 99,9%. Bon, et voilà. Mais j'aime bien cet exemple-là, parce qu'il montre qu'est-ce que peut apporter, on va dire, les nouvelles technologies et les nouveaux points de vue qui sont basés sur des grandes données. Et donc, ça, c'est un exemple d'application de ce qu'on appelle les méthodes sparse à une matrice de variance, de calcul de variance-convariance et des tests historiques sur la période 98-2005 sur les taux d'intérêt américains. Alors, vous voyez rien, mais en gros, c'est les taux de différentes maturités. Vous avez du 6 mois, 9 mois, 1 an et demi, 2 ans. En gros, c'est tous les 6 mois, etc. Si vous regardez le graphe de gauche, tous les taux sont interconnectés. Et vous avez du mal à détecter ce qui peut se passer entre les taux de différentes maturités, puisque vous allez jusqu'à 10 ans, ça c'est le 10 ans. Et donc vous ne tirez aucune information et vous croyez qu'il est indispensable de garder tous ces facteurs. Si vous faites les méthodes dites sparses, où comme on a beaucoup de données, on essaye de voir les, on va dire, coefficients de corrélation qui sont faibles et on les met à 0, alors vous avez ce graphe. Et ce graphe, il dit qu'en fait, les taux, en gros, du marché monétaire sont interconnectés entre eux, les taux du marché obligataire sont interconnectés entre eux, et puis il y a des zones de passage, qui est un peu le 2-5 ans, et puis il y a des passages un peu obligés. Et avec ça, vous dites que si, en tout cas pour des VAR à 1 an, vous avez intérêt à choisir un bon taux représentatif du marché, d'ailleurs ce que le bon sens ferait sans problème. Voilà. Mais ça, c'est très important parce que sinon, on arrive à des calculs monstrueux et quand la manière de couper n'est pas nécessairement la manière pratique. Et donc, je fais mon petit couplet sur l'informatique qui me paraît très important et sur lequel je pense qu'on doit l'utiliser comme un outil, etc. Donc, jusqu'à 88, IBM détient encore le marché des gros ordinateurs. Donc, 2 ans après, c'était les PC et ça bougeait. Donc ça, c'est le graphe qui montre la croissance exponentielle de la puissance de calcul sur le nombre de transistors. Et donc, c'est la loi de Moore qui est bien connue. Voilà, maintenant, on a atteint quasiment la saturation. Donc, on ne sait pas si c'est l'ordinateur quantique ou la parallélisation qui va continuer la croissance. Sinon, ça va un moyen très efficace. C'est que si les ordinateurs arrêtent de croître, les marchés ils vont se stabiliser. Calculer et enregistrer. Non, mais c'est sérieux, hein, les transactions. Et donc là, on a reconstruit une idée un petit peu de la croissance des marchés en notionnaire. Et vous voyez la proximité avec la bulle. Alors, je vais faire un petit couplet à finir. Donc, pardon, excusez-moi. Je parle avec les mains. Bon. Donc ça, c'est une photo des étudiants du master. Alors ce master, c'est en fac des sciences et donc en fait, c'est un des premiers masters en fac de sciences qui a été créé. On fait de la pub quand même, avant les États-Unis. Hein. Eux, ils ont fait dans les business schools. Bon, et ils travaillent beaucoup et donc ils ont fait un t-shirt pour dire I survive. Voilà.
Donc, ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est un truc sur lequel ça vaut vraiment le coup d'investir. Alors, nous, on est arrivé en parallèle avec la création du Matif, en fait, depuis en 90, donc ça, c'était très important. Mais je pense que, en particulier du côté des risques, les choses devraient changer et que c'est intéressant d'avoir des gens qui ont une bonne culture très multidisciplinaire. Alors j'ai mis en un finance assurance parce que nos étudiants n'ont pas bien cette culture et ça c'est un problème, mais aussi comprendre, même si vous ne savez pas faire, comprendre ce que ça veut dire un résultat probabiliste, un résultat statistique, être capable de lire, voilà. Et puis, alors, en tout cas, pour tous les gens qui veulent être quant, la capacité à développer des modèles informatiques, de les tester, etc., ça c'est très important. Alors, j'ai eu la chance, en étant professeur à Polytechnique en particulier, d'avoir fréquenté la mafia marocaine, hein, parce que il y avait plein de Marocains. Ils étaient très copains. Après, quand ils étaient dans les banques, ils continuaient. Et le truc marrant, c'est que on a un problème. La BNP nous a sollicité parce que du côté de BNP Action, il n'y a plus de femmes. Et donc, j'ai dit, et dans la... Non, mais je dis, et vous avez quand même des femmes au front. Elle me dit oui, parce qu'on a plein de Marocains et il y a des Marocaines. J'ai trouvé que c'était pas mal. Voilà. Et donc, vous avez plein de gens super. Super compétents sur toutes ces choses-là, parce que ça, c'est des choses que je connais bien. Développer ça, organiser des liens monde académique, monde professionnel, un peu comme on a essayé de le faire par l'Institut Louis Bachelet, etc. C'est vraiment un enjeu important, mais qui suppose aussi un vrai investissement du milieu professionnel. Et donc, juste, voilà. Attendez, je vais vous dire, ça on s'en fout. Voilà. Alors, ça, c'est mon opinion personnelle, donc ça ne représente que moi. Voilà, dans les marchés, l'accumulation des indicateurs de risque est très coûteuse, comme j'ai essayé de le faire, et sûrement pas toujours très efficace. On est obligé de simplifier, etc. Donc, je pense qu'il faut repenser tout ça. Et donc, c'est à quand une révolution à la Black-Scholes sur la mesure des risques? Je pense qu'on a atteint à la fois des outils informatiques exceptionnels. Google est capable de tester ce qu'il veut, quand il veut. Et on doit absolument décider que c'est la nouvelle révolution. Et surtout, si vous montez un truc, anticipez que ça deviendra des outils pas toujours bien définis pour le moment, mais pour le futur. Et quand on regarde ce qu'on est capable de faire, c'est très important. Alors l'idée, c'est plutôt de reprendre les choses pour simplifier de manière essentielle, en s'appuyant sur l'expertise des agents. On ne fait pas du risque sans discuter avec les gens du risque de crédit, sans discuter avec les gens qui ont des compétences dans ce domaine-là, etc., pour faire des choses simples, bon, mais relativement fiables et qui ne donnent pas des trucs complètement aberrants. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut surtout pas chercher à être exhaustif. Et ça, c'est impossible du côté de la régulation et de la surveillance. L'idée qu'on n'a pas l'air de prendre en compte tout ce qui peut se passer, c'est antinomique à la vision des gens. Mais on l'a vu tout à l'heure avec les taux. Bon, et ça, vous pouvez le généraliser. Si vous cherchez à prendre trop de choses, en fait, vous êtes incapable de faire la part des choses importantes et pas importantes. Et du coup, en fait, vous passez à côté des vrais risques. Et donc, il faut une chose de plus pour expliquer et laisser de côté. Et si vous regardez tous les algorithmes stochastiques, comment Google cherche à classer ses pages, etc., l'idée est toujours la même. On fait simple, bon, mais de temps en temps, on crée une petite perturbation, on fait le foutoir dans le système et on voit où il va. Et donc, on a les moyens de simuler, de corriger en termes d'apprentissage. Et c'est tout ce qui est en train d'être fait sur la pub, etc., par les algorithmes. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut s'en servir. Et donc, ma conclusion, c'est ça, c'est de faire confiance à tous ces jeunes qui ont plein d'idées, qui sont moins conditionnés conventionnellement. Bon, et quand même, ce n'est pas contradictoire avec le fait de réinvestir le bon sens, qui n'est pas la chose la mieux partagée dans les marchés.